Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli. Sofiane Saouli, bonsoir. Mounir Al-Hadj, bonsoir à tous. Et au sommaire de cette édition, la coopération algéro-tunisienne, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, qui a souligné la profondeur des relations bilatérales et les moyens de concrétiser un partenariat stratégique entre les deux pays frères. Les étudiants, à travers leur organisation, également ont salué aujourd'hui la décision de revaloriser les bourses et la mise en place de commissions sur ce dossier, comme décidé en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Les Algériens qui ont également salué la mesure de prise en charge du surcoût de l'Hajj cette année et ne paieront justement au prix de l'année dernière sur décision du président de la République. Le Parlement algérien en ses deux chambres a rendu public ce soir un communiqué. Il condamne en les termes les plus forts la déclaration du Parlement européen sur une affaire en Algérie, dénonçant par là même une ingérence dans les affaires intérieures du pays. Deuxième phase du recensement de la production nationale lancée aujourd'hui depuis Sétif par Taïb Zitouni. Le ministre du Commerce intérieur a mis en avant son importance. L'industrie pharmaceutique, deux projets aujourd'hui au menu du déplacement du ministre de l'Industrie, entre production de traitements oncologiques et renforcement de la traçabilité des médicaments, on en parlera. Des centaines de milliers de Razaouis ont entamé aujourd'hui leur retour vers leur ville et villages du nord de Raza, un retour victoire pour le mouvement de résistance Hamas face aux tentatives de déplacement forcé des Palestiniens. Et puis en sport, football, la phase finale de la prochaine CAN, le tirage au sort débute en ce moment même. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, la coopération algéro-tunisienne à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre tunisien des Affaires étrangères et la délégation qui l'accompagne. Mohamed Ali Nafti, au sortir de l'audience, a souligné la profondeur des relations entre les deux pays et le partenariat renforcé entre l'Algérie et la Tunisie. J'étais honoré d'être reçu aujourd'hui par son Excellence le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, le Président de la République, M. Kais Saïd. Cette rencontre était une nouvelle opportunité pour son Excellence le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'exprimer toute sa considération, son respect ainsi que son affection à l'égard de son frère, le Président de la République tunisienne, M. Kais Saïd. C'était aussi une occasion pour réaffirmer la volonté algérienne de renforcer davantage la coopération bilatérale algéro-tunisienne, et ce, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Dans ce cadre, on a convenu de la nécessité de mettre en place un plan de travail efficace et ambitieux pour consolider ce partenariat dans divers domaines que les deux pays considèrent comme prioritaires. Sa finalité, être au service des intérêts communs entre nos deux pays, avec notamment davantage de coopération, de sécurité et de solidarité entre nos deux peuples frères. Le chef de la diplomatie tunisienne qui a également évoqué les échanges avec le président de la République, il a parlé du renforcement de la coopération bilatérale, de la concertation et de la concrétisation du partenariat stratégique. Lors de ma rencontre avec son Excellence le Président de la République, j'ai dévoilé l'ordre du jour de mon entretien avec mon frère Ahmed Attaf, ministre d'État. Il s'agit d'un plan qu'on espère capable de booster notre coopération bilatérale avec l'objectif de la rehausser à tous les niveaux, et c'est justement ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire un partenariat solide. On souhaite préparer ensemble les prochaines échéances. Cette rencontre avec son Excellence le Président de la République nous a cependant permis d'évoquer de nombreuses questions arabes et africaines d'intérêt commun. Mohamed Ali Nafti, déclaration au sortir de l'audience accordée aujourd'hui par le président de la République, le ministre tunisien des Affaires étrangères, qui a été, comme il a souligné d'ailleurs dans ses propos, reçu par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Au lendemain de mesures et décisions prises en Conseil des ministres, notamment la revalorisation de la bourse universitaire, des organisations estudiantines ont salué les décisions du président, les qualifiant ainsi d'acquis importants qui traduisent l'engagement de l'État à améliorer les conditions socio-académiques des étudiants. Il s'agit également, selon la décision du président de la République, de mettre en place une commission pour se pencher sur le dossier et réformer ainsi les prestations universitaires. Maël Kems.
Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné hier la création d'une commission intersectorielle chargée de présenter un rapport lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres concernant l'augmentation des bourses universitaires. Une nouvelle augmentation est donc attendue. Les étudiants accueillent favorablement cette décision. Je remercie le président de la République. Cette mesure est un réel soutien pour les étudiants, en particulier ceux venant d'autres wilayas qui pourront mieux gérer leurs frais de transport et de vie quotidienne. Vraiment فرحتنا l'étudiant algérien toujours يقعد يستنى هذيك لا بورس باش تخلصي الانترنت باش تمبريمي لي بوليكوب الفطور البوس ان شاء الله لا صوم اللي راح يزيدوها لنا راح تكون مليحه وين تعاوننا. Cette hausse va certainement alléger leur budget mensuel. Il est prévu une réforme plus globale des prestations universitaires. Essia Sahraoui, directrice de la vie estudiantine au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La politique nationale d'enseignement supérieur se distingue par le fait qu'elle ne se limite pas à la formation et la recherche, mais comprend également des avantages sociaux qui sont consentis aux étudiants, bourse, transport, hébergement, restauration, ainsi que la couverture sanitaire et l'activité culturelle, en vue de l'amélioration de cette aide sociale qui est consentie aux étudiants. Ces mesures sont destinées à améliorer non seulement les conditions de la formation et de la recherche, mais aussi le cadre et l'environnement de la vie des étudiants pour la réussite de leurs études universitaires. Saluer également cette décision du président de la République concernant la prise en charge par l'État de la différence du coût de l'Hajj de cette saison par rapport à celui de l'année dernière. Les Algériens se félicitent. Je vous propose d'écouter leurs réactions. شيء بوزيتيف هذه حاجه مليحه تيعاونوا الحجاج تاعنا لا ماجوريتي الحجاج قاعد يقم فيهم بالدور وبشيره حاجه مليحه هذه زياده في الدوله ومنح المواطنين ان شاء الله يكتب لهم ربي يديروا عمرهم كتب خير رئيس تاعنا الله يحمل همهم الناس قاعد تحب تحج ما كاش ما يحبش يحج. Justement, voici donc c'était les réactions des Algériens par rapport à cette prise en charge des coûts et des surcoûts de l'Hajj pour la prochaine saison de l'Hajj prévue dans quelques semaines à peine. L'accord d'association Algérie-Union européenne sera révisé. Le président Abdelmadjid Tebboune a instruit en ce sens son Conseil des ministres, notamment pour aller sur le principe gagnant-gagnant les Mouradoum. Depuis près de 20 ans, les exportations algériennes ont été dominées par les hydrocarbures, mais aujourd'hui, le paysage économique évolue. L'Algérie a diversifié ses exportations grâce aussi aux produits agricoles, un tournant majeur qui pousse les autorités à revoir les termes de cet accord pour mieux refléter les nouvelles capacités économiques du pays. Toufiq Hadkri, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Le secteur de l'agriculture en Algérie, Monsieur le Président de la République en a parlé. Il nous a dit que ça représente grosso modo 37 milliards de dollars. On a atteint en fin de compte un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on trouve des produits algériens tout au long de l'année. Il va falloir continuer ce développement et la suite de ce développement-là, elle va s'accentuer vers l'export. Et comme dans le marché européen, on sait très bien qu'on ne produit pas de produits agricoles en hiver et l'accord d'association, s'il est renégocié, viendra intégrer toutes ces choses-là. Il s'agit de rationaliser les importations, notamment pour les produits locaux, et construire une économie plus résiliente et compétitive, garantir la souveraineté économique du pays, tout en dynamisant les segments émergents. Cette révision pourrait marquer un tournant décisif dans les relations économiques dans l'intérêt des deux parties. Dans l'actualité, ce communiqué rendu public par le Parlement algérien en ces deux chambres, il condamne, et en les termes les plus forts, la déclaration du Parlement européen sur l'Algérie, dénonçant par là même une ingérence dans les affaires intérieures du pays. Linda Bouadma. L'Algérie refuse en tout état de cause l'instrumentalisation de cette affaire d'un citoyen algérien poursuivi en Algérie. Une affaire à des visées douteuses alors que l'Algérie accorde une grande importance à ses relations avec l'Union européenne, lit-on dans le communiqué du Parlement. Cette instrumentalisation dessert l'avenir du partenariat algéro-européen. Nous refusons catégoriquement ces manœuvres qui tendent à minimiser les relations de l'Algérie en matière de construction d'un état de droit et de respect des droits de l'homme. Nous refusons, estime encore le Parlement algérien, toute ingérence dans les affaires interne du pays et toute altération de son image. Le Parlement dénonce l'exploitation de cette question qui induit en erreur et dont le but est de porter atteinte aux institutions algériennes souveraines et à l'indépendance de la justice, fondement même d'une démocratie véritable, comme l'énonce la Constitution algérienne. L'institution législative regrette l'implication du Parlement européen dans une campagne menée par l'extrême droite française contre l'Algérie, ignorant les clarifications fournies par les autorités depuis le début de cette campagne hostile. Regrette aussi que les mécanismes
mécanisme de dialogue et de consultation établi dans le cadre de ses relations avec le Parlement algérien ait été ignoré. Le Parlement algérien rappelle les scandales financiers et éthiques qui ont récemment entaché le Parlement européen, ce qui met en doute la crédibilité de la démarche de cette institution européenne. D'autant que toute cette manœuvre, explique le communiqué, signifie que l'on tente de se substituer au législateur algérien en appelant à la libération immédiate et inconditionnelle d'un citoyen algérien arrêté sur le territoire national pour des actes punis par la loi algérienne. À l'international, les réactions, on l'écoutait hier, celle de l'Union interparlementaire arabe. Aujourd'hui, le Parlement panafricain a rendu public un communiqué où il a condamné fermement cette ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie, les qualifiant de violation des chartes internationales consacrant le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires des pays. Coopération algéro-italienne à l'invitation de son homologue, le ministre de l'Intérieur, Brahim Malad, est en visite officielle en Italie. Il est accompagné par le directeur général de la Sûreté nationale. Il s'agit de renforcer la coopération bilatérale. À la veille du sommet des chefs d'État africains sur l'énergie prévu demain en Tanzanie, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, chargé par le président de la République, a eu aujourd'hui à Dar es Salaam des entretiens avec ses homologues sud-africains et tunisiens, discussions sur les relations de coopération dans les domaines énergétiques, miniers et des énergies renouvelables, les opportunités de renforcement de la coopération dans les domaines de la recherche et de l'exploration, de la transformation de ressources minières ont été évoquées entre les différents responsables. Du nouveau dans le domaine pharmaceutique national, avec l'inauguration aujourd'hui par le ministre de l'Industrie, Ghalib Sifi, d'une nouvelle unité de production de traitements, des traitements contre les cancers, issus du laboratoire El-Kendi. Kalim Moukeli, son directeur général par intérim, évoque les capacités de cette nouvelle unité. Il en parle à Meïssa Smaïl. On inaugure la première unité de production de produits d'oncologie en forme orale. C'est une fierté pour nous parce que beaucoup de produits d'oncologie sont importés. Le fait de les produire maintenant, on va réduire la facture d'importation en ligne avec les orientations des autorités. On va surtout mettre le produit disponible pour les malades. C'est une unité qui peut produire plus de 5 millions de boîtes par année. C'est un investissement de 10 milliards de dinars. C'est une production en full process. Les process de la fabrication des médicaments, il se fait ici, avec un taux d'intégration de 90%. Après cette inauguration, le ministre de l'Industrie, Sifi Ghalib, s'est rendu à Shelchel, où Saïdal a lancé son projet de céréalisation des médicaments. Il s'agit en fait de renforcer la traçabilité et sécuriser les produits pharmaceutiques. Saïd Kadik est directeur de ce site. Il en parle toujours au micro de Meïssa Smaïl. C'est le lancement du projet de la sérialisation en industrie pharmaceutique. Le projet consiste à attribuer un code spécifique sur chaque boîte d'un lot de médicaments. C'est-à-dire, on peut identifier boîte par boîte d'un produit pharmaceutique qu'on produit en usine. Lutter contre la contrefaçon, lutter contre la concurrence déloyale, avantager le rappel de médicaments si jamais il y aura un problème par rapport à un produit spécifique, et améliorer la gestion de nos stocks de produits finis. Tout ça avantagé par ce projet. Sur le long terme, il y aura régulation de la distribution du produit pharmaceutique et éviter toute malveillance par rapport à ce phénomène. Et ça sera bien pour l'État et pour le malade algérien. En parlant de grands projets, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base était à Talaf et Soukhalas aujourd'hui pour le suivi de la réalisation de la ligne ferroviaire minière du projet intégré de phosphate de Bled El Hadba. Les travaux avancent à bonne cadence. La livraison se fera dans les délais, assure Al-Khdar Al-Akhrour. Ce projet, il est constitué de plusieurs tronçons. Des tronçons qui sont en cours de réalisation, des tronçons qui ont été déjà livrés. Et pour 2 tronçons, nous venons de donner le signal pour le démarrage des travaux. Sur le tronçon qui est en cours, j'ai eu à visiter les 54 km de la partie Bouchigouf à Annaba, qui est bien avancée. Nous avons procédé à l'ouverture, au perçage du tunnel, notamment sur la partie supérieure. Donc nous l'avons fait aujourd'hui. Et donc nous sommes très, très optimistes pour le respect des délais. On peut même livrer ce projet avant la fin des délais. Respecter ces délais, c'est respecter le temps nécessaire, le temps pour l'exportation de ce produit qui est le phosphate et tout ce qui est fertilisant en Algérie.
Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, des propos au micro de notre correspondant à Soukhalas, Sadaq Boulaoui. Lancement officiel aujourd'hui de la deuxième phase de l'opération de recensement économique du produit national, lancée par le ministre du Commerce intérieur depuis Sétif. Il s'agit d'élaborer une base de données nationale précise et exhaustive de toutes les activités économiques du pays. Plus d'une centaine de milliers d'unités sont concernées. Taïeb Zetouni en parle à notre correspondant à Sétif, Mohamed Farouk. On ne peut pas arrêter un niveau d'approvisionnement et un niveau d'alimentation, des indices de consommation, si on n'a pas une banque de données construite sur des bases solides, avec un recensement arrêté sur un certain nombre de paramètres économiques. C'est vrai, on a eu l'habitude de travailler sur l'offre et la demande. À chaque fois, on continue et on complète tout ce qu'on a besoin à travers l'importation. Mais là, actuellement, on veut avoir un tissu économique qui va répondre aux besoins nationaux et qui va mesurer les besoins pour approvisionner le marché et comment on doit compléter et investir de tout ce qui reste et ce qu'on est en train d'importer. On va constituer une banque de données avec un tableau de bord pour savoir et permettre à tous les décideurs, soit au niveau du ministère du Commerce, soit à d'autres niveaux, d'arrêter exactement les paramètres de consommation et les indices de consommation. Parlons à présent de ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, un communiqué qui a apporté des précisions sur le nouveau statut et régime indemnitaire. À ce propos, le représentant du ministère de l'Éducation nationale, le directeur de l'éducation de la wilaya de Chlef, Nadir Khansous, a souligné que des instructions ont été données pour mettre en branle les deux textes sur le terrain. Il en parle au micro de Smaïl Mimouni. Concernant le décret exécutif numéro 2554 du 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires au corps spécifique de l'éducation nationale, ainsi que le décret exécutif numéro 2555 du 21 janvier 2020 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de l'éducation nationale, toutes les directions d'éducation sont instruites pour la mise en œuvre et l'application du nouveau texte sortant du ce particulier des fonctionnaires au corps spécifique de l'éducation. Surtout, ce qui concerne l'intégration au nouveau grade, que ce soit pour le personnel enseignant ou administratif. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale qui a également précisé les bénéficiaires du nouveau régime de retraite. Revenons au communiqué du 26 janvier, émanant du ministère de l'Éducation, précise que les avantages dans le domaine de retraite concernent le personnel enseignant ainsi que le personnel d'inspection et le corps de censeur, c'est-à-dire que les avantages, tout le monde va bénéficier. Voilà, c'était les propos du représentant du ministère de l'Éducation nationale, le directeur de l'éducation de la wilaya de Chlef, Nadir Khansous, des propos au micro de Smaïl Mimouni. Les mesures prises en faveur de notre communauté à l'étranger, la prise en charge notamment de leurs préoccupations, abordées aujourd'hui par le secrétaire d'État en charge de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a détaillé la stratégie mise en place. Il a été auditionné par la commission spécialisée de l'APN. Lors des réunions que nous avons tenues avec les chefs de mission diplomatiques et consulaires, nous avons donné des instructions claires et strictes visant à assurer la mise en œuvre effective de la vision stratégique du président de la République. Nous avons mis en avant l'importance cruciale de la consultation et de l'écoute directe des citoyens. Cette démarche repose sur l'intensification des activités de proximité, l'élargissement des espaces de dialogue et la multiplication des rencontres, notamment avec les jeunes. Nous avons notamment souligné la nécessité d'encourager l'esprit d'initiative et d'élaborer des propositions concrètes en vue de moderniser les procédures de gestion consulaire. Nous avons insisté sur l'urgence d'accompagner notre communauté dans l'organisation de ces structures en élaborant des textes réglementaires adaptés et efficaces, capables de renforcer sa cohérence et de refléter fidèlement ses préoccupations. Enfin, nous avons rappelé l'importance de mettre en place les meilleures conditions pour l'application effective du décret présidentiel numéro 9-297 du 9 septembre 2009. المرسوم الرئاسي رقم 09/297 المؤرخ في 9 سبتمبر 2009. Des propos recueillis par Ibtihal Adoun. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères en charge des affaires africaines, Barthès Mansouri, qui a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial pour le Sahel du ministère norvégien des Affaires étrangères, en discussion le renforcement de la coopération conjointe pour soutenir les efforts de stabilité et de développement dans la région du Sahel. Il s'agit notamment des défis sécuritaires et des questions humanitaires auxquelles la région
est confrontée. Direction Raza où, en dépit des entraves mises sur leur chemin par l'entité sioniste, l'occupation de la bande de Raza, des centaines de milliers de Razaouis ont entamé aujourd'hui finalement le retour vers les villes et villages du nord de Raza pour retrouver leur chez eux. Un retour victoire pour le mouvement de résistance palestinien Hamas. Elias Alrini. Après plus de 15 mois de violence, de massacres et de destruction à Raza, le cessez-le-feu a permis à des milliers de Palestiniens déplacés dans le sud de retourner dans le nord de l'enclave. Le retour de ces déplacés qui ont commencé à transiter à pied sur la route côtière est perçu par les mouvements palestiniens, notamment le Hamas, comme une victoire contre les tentatives sionistes de vider Raza de sa population. Sur place, le journaliste palestinien Imad Abouchawish. Les personnes déplacées ont regagné le nord de Raza, démontrant de la satisfaction, remerciant Dieu et saluant le courage immense et la résilience du peuple devant cette grande injustice. Le peuple est reconnaissant quant au combat acharné mené par la résistance palestinienne qui a défendu nos terres. L'occupation a voulu nous chasser de notre territoire et cela depuis plus de 70 ans. Nos sentiments sont indescriptibles. Nous ne quitterons pas Raza. Nous resterons ici. Nous résisterons jusqu'à la libération totale de la Palestine. Un retour de la population qui marque l'échec des projets d'occupation et de déportation forcée. D'ailleurs, réagissant à la proposition du président américain Donald Trump et l'idée d'envoyer les habitants de Raza vers l'Égypte et la Jordanie, la Ligue arabe a exprimé son rejet catégorique des tentatives visant à expulser le peuple palestinien de ses terres, qualifiant ces actions de nettoyage ethnique et de violation grave du droit international. Le rejet de telles proposition a été également renforcée par l'Égypte et la Jordanie qui ont exprimé leur opposition à tout déplacement forcé des Palestiniens. Retour à l'actualité nationale et après une vaste restauration, le musée public national de Chelchel a été inauguré aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Arts, Zohaïl Bellalou, un projet en coopération avec la fédération allemande. Fatah Boumedi. Avec la restauration de 170 pièces uniques et une scénographie modernisée dotée d'un système antisismique garantissant la préservation de ses trésors, le musée national de Chelchel a réouvert ses portes après des années de réhabilitation en collaboration avec l'Institut archéologique allemand. Cet aboutissement reflète une volonté de valorisation et de protection du patrimoine national, nous dit le ministre de la Culture et des Arts, Zohaïl Bellalou. Il y a eu quand même presque 170 sculptures et statuettes ont été restaurées en bonne et due forme avec un travail minutieux, encadré par des restaurateurs et chercheurs allemands et mis en œuvre par nos cadres, nos techniciens et nos archéologues, qui a donné naissance à une nouvelle configuration du musée avec une scénographie très à la mode et puis très contemporaine. Pour Ortwin Dali, directeur de l'Institut archéologique allemand à Rome, le site archéologique de Chelchel est tout simplement exceptionnel. Nous pouvons célébrer le résultat aujourd'hui. La richesse de la cité antique, on peut comparer seulement avec la richesse de la cité de Rome. Il n'est pas un grand nombre de cités qu'on peut comparer avec Chelchel. Le musée national de Chelchel abrite des trésors inestimables, une destination incontournable pour les passionnés d'histoire et d'archéologie. Place à l'actualité sportive, brûlante d'ailleurs avec vous, Rostam Yahya Sherif. Et pour cause, c'est le tirage au sort en ce moment même qui débute pour la phase finale de la prochaine CAN. Rostam, bonsoir. Bonsoir Sofiane, la cérémonie du tirage au sort vient de débuter effectivement à 19h pour la CAN 2025 qui aura lieu, je le rappelle, du 25 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La sélection nationale qui est versée dans le chapeau 1, comme ce fut le cas lors du tirage au sort de la précédente édition disputée en Côte d'Ivoire. Les Verts qui vont rencontrer à coup sûr l'une des grosses cylindrées du continent, à l'image du Cameroun, du Mali, de la Tunisie ou encore de l'Afrique du Sud qui avait terminé lors de la précédente édition à la 3e place. Ces nations qui sont logées dans le chapeau 2. Je rappelle que l'Algérie, pour cette 21e participation en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifiée en dominant le groupe E avec 16 points devant la Guinée équatoriale qui s'est également qualifiée à cette Coupe d'Afrique
Ligue des Nations, devant également le Togo et le Libéria. Et puis un dernier mot de football. La Ligue amateur, oui. La Ligue 2, groupe Centre-Ouest, le dernier match de la 16e journée du groupe Centre-Ouest, le RC Lahaba qui s'est imposé cet après-midi face à l'US Bchajdi, 3-2 en clôture de cette 16e journée. Grâce à cette victoire, le RC Lahaba, avec 20 points, fait un bond de 3 places en rejoignant son adversaire du jour, l'US Bchajdi, le Skafrimis Miliana et le CRT Mouchent à la 9e place du classement. Ça avait été complet, Rostam Yahya Cherif. Merci pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sid Ali Tobel, à la régie d'antenne Hossein, à la console technique, il y avait Sadiq. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, pour être complet, les prévisions météo, c'est signé Kalem Mabnou.